J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Depuis des années, Alger et Rabat se présentent comme des géants du continent. Si l'on prête l'oreille aux déclarations officielles, aux discours martelés jour après jour par leurs responsables politiques, on croirait entendre qu'il s'agit des nations les plus avancées d'Afrique, les plus influentes, les plus performantes, les plus innovantes, presque des modèles absolus de modernité. À les écouter, ces deux États domineraient tous les secteurs sans exception. Économie, technologie, diplomatie, tandis que le reste du continent serait relégué au rang de figurants, incapables de soutenir la comparaison ou même d'entrer dans la course. Le contraste est tellement appuyé qu'on finirait par croire à une supériorité écrasante et incontestable. Mais posons-nous calmement la question. Cette image correspond-elle réellement à la situation? Ces deux pays sont-ils véritablement en avance, nettement mieux administrés, plus solides institutionnellement que l'ensemble de leurs voisins africains? Ou bien assistons-nous à une mise en scène savamment entretenue? Un récit amplifié par l'orgueil national, nourri par une communication stratégique, destinée à convaincre les opinions publiques locales, algériennes et marocaines, qu'elles vivent dans des puissances hors normes. Et si derrière cette prétendue grandeur, il ne s'agissait en réalité que d'un mirage politique, d'une construction médiatique soigneusement orchestrée? Aujourd'hui, nous allons examiner cela de près et confronter le discours à la réalité. Pour éviter les discours creux et les slogans patriotiques, nous avons choisi de nous appuyer sur des données concrètes. 3 références internationales, 3 baromètres reconnus, afin d'évaluer objectivement où se situent réellement les pays africains, les uns par rapport aux autres. Nous avons examiné des domaines stratégiques, performance économique, capacité technologique, production scientifique, qualité de l'enseignement, solidité du système de santé. Et il faut le reconnaître, dans plusieurs de ces palmarès, le Maroc et l'Algérie apparaissent régulièrement parmi les 10 premiers, parfois même dans les 5 premiers. Sur le papier, cela semble flatteur, mais lorsqu'on regarde de plus près certaines rubriques essentielles, celles qui conditionnent l'avenir d'une nation, sa résilience politique et sa stabilité économique, le tableau change sensiblement. Dans ces catégories déterminantes, plusieurs États africains prennent nettement l'avantage. Autrement dit, contrairement à l'image de domination totale souvent véhiculée par leurs dirigeants, ni Alger ni Rabat ne surclassent systématiquement le reste du continent. La réalité est plus nuancée et parfois beaucoup moins glorieuse que le récit officiel. Commençons par un indicateur particulièrement révélateur. La liste des 10 nations africaines considérées comme les plus sûres en 2025. Il s'agit d'un classement qui évalue les endroits où les citoyens vivent avec le plus grand sentiment de protection, là où les risques, qu'ils soient liés à la criminalité, aux tensions politiques, aux conflits armés ou aux violences diverses, sont les plus faibles. Cette évaluation provient de l'Institut pour l'économie et la paix à travers son indice mondialement reconnu, le Global Peace Index édition 2025, publié à la fin de l'année. Ce rapport passe au crible 163 États à travers la planète et les note selon 3 critères centraux: niveau de sécurité intérieure, stabilité politique et qualité générale des conditions de vie. Sécurité, stabilité, bien-être, voilà les véritables fondations d'un pays solide. Si l'on observe attentivement le classement, 10 pays africains sortent clairement du lot pour leur progrès constant en matière de stabilité et d'apaisement. Même la BBC l'a souligné avec précision. Certains États du continent ont fait de la paix une véritable priorité stratégique. En tête du tableau, on retrouve un trio qui surprend ceux qui ne jurent que par les grandes puissances régionales: l'île Maurice, le Botswana et la Namibie. Ces 3 nations obtiennent les meilleures évaluations selon le Global Peace Index. Leur constance en matière de sécurité intérieure et de gestion des tensions les place devant des pays pourtant bien plus vastes ou plus riches en ressources. Derrière eux figurent d'autres exemples tout aussi révélateurs. La Gambie, minuscule par sa superficie, le plus petit territoire d'Afrique continentale, parvient malgré tout à offrir un climat serein à sa population comme aux visiteurs. Le rapport met en avant plusieurs facteurs décisifs: peu de conflits internes, une cohésion sociale solide et un niveau de militarisation relativement modéré. Autrement dit, la stabilité ne dépend pas de la taille ni des dépenses d'armement. La Sierra Leone illustre également ce tournant. Il y a 2 décennies à peine, le pays était ravagé par une guerre civile dévastatrice.
Aujourd'hui, il incarne un modèle de reconstruction pacifique. Les autorités ont investi dans la réconciliation nationale et dans des mécanismes durables de consolidation de la paix, transformant un passé tragique en dynamique positive. À cette liste s'ajoute Madagascar. Certes, la scène politique y reste agitée, mais cela ne se traduit pas par une explosion de violence généralisée. Malgré un contexte interne tendu, le pays maintient un niveau de sécurité relativement stable. On retrouve également le Ghana, la Zambie, le Sénégal ainsi que le Libéria. Ce dernier occupe la 10e position du classement et affiche des progrès notables. Grâce à un engagement national en faveur de la stabilité et à un renforcement progressif des institutions publiques, des résultats concrets ont été obtenus. Un détail cependant retient l'attention. Ni Alger ni Rabat ne figurent parmi ces 10 nations considérées comme les plus sûres du continent. Alors, pourquoi cette absence dans le classement des pays les plus sûrs? La réponse est moins mystérieuse qu'il n'y paraît. Lorsque deux États passent leur temps à s'observer avec méfiance, à brandir la menace d'un affrontement et à accumuler des arsenaux à coups de milliards, il ne faut pas s'étonner que le climat général en pâtisse. Alger et Rabat consacrent des sommes colossales à l'armement, modernisent leurs équipements militaires à un rythme soutenu et entretiennent un face-à-face permanent. Dans un tel contexte, le risque d'escalade n'est jamais totalement écarté. Cette tension latente fragilise l'environnement sécuritaire intérieur et nourrit un sentiment d'instabilité bien plus marqué que dans plusieurs autres pays africains. La place centrale accordée aux structures militaires, les budgets massifs dédiés à la défense et les achats coûteux sur le marché international finissent par peser lourd. À force de privilégier la logique de confrontation, ces deux nations s'usent. Elles diluent leurs ressources, affaiblissent leur influence régionale et compromettent leur position sur le continent. Pendant ce temps, d'autres États africains empruntent une trajectoire différente. Ils misent sur l'apaisement diplomatique, sur des relations de voisinage constructives, sur le développement des infrastructures civiles. Plutôt que de concentrer leurs efforts sur une rivalité régionale, ils investissent dans la lutte contre la criminalité, dans la réduction du chômage, dans l'amélioration concrète des conditions de vie de leurs citoyens. En somme, ils choisissent de renforcer leur population plutôt que d'alimenter des tensions. Voilà pourquoi Alger et Rabat brillent par leur absence dans le classement des 10 pays africains les plus sûrs. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Pendant que Maurice, le Botswana et la Namibie occupent les premières places avec une avance confortable, d'autres, comme le Sénégal, le Ghana, la Zambie ou encore la Gambie, affichent également un niveau de stabilité supérieur. La différence est simple. Ces États ne vivent pas dans une logique d'affrontement permanent. Ils ne cultivent pas la rivalité armée, ne nourrissent pas de tensions chroniques et ne structurent pas leur politique autour d'un ennemi potentiel. Leur priorité, c'est la cohésion interne, la réduction des risques sécuritaires, l'amélioration concrète des conditions de vie. Ils consolident la paix au lieu de préparer la confrontation. À l'inverse, l'Algérie et le Maroc consacrent une énergie considérable à leur face-à-face stratégique. La question du Sahara occidental alimente une posture musclée côté marocain, mêlant diplomatie offensive et démonstration de force. De son côté, Alger investit massivement dans l'armement, modernise son arsenal et se tient prête à toute éventualité. Depuis des années, les deux capitales évoluent dans l'ombre d'un scénario d'escalade qu'elles semblent ne jamais totalement écarter. Or, un pays sous tension permanente ne crée pas un climat propice à l'essor durable. L'incertitude refroidit les investisseurs, décourage certains flux touristiques et limite la confiance économique. Sans environnement stable, difficile de bâtir une prospérité solide, de générer massivement des emplois ou d'offrir un véritable confort social à la population. La sécurité n'est pas un détail, elle constitue le socle même de la croissance et de la richesse. Et ce n'est qu'un premier indicateur, car il existe un autre domaine où la comparaison est tout aussi révélatrice, la performance gouvernementale. Chaque année, le Chandler Institute publie un indice international, le Chandler Good Government Index 2025, qui analyse la qualité de la gouvernance dans 120 pays. Peu importe le régime politique ou l'idéologie affichée, l'évaluation repose sur 35 critères précis mesurant la capacité réelle des États à administrer efficacement et à servir leurs citoyens. Mais concrètement, sur quoi repose cet indice? On ne parle pas d'un simple sondage d'opinion. Les critères sont nombreux et couvrent pratiquement tout ce qui fait la solidité d'un État moderne.
La qualité du leadership, la capacité à se projeter dans l'avenir, l'éthique publique, la clarté des priorités, l'aptitude à innover et à s'adapter aux mutations. On y est à cela. L'indice tient compte de la logistique, du capital humain, de l'image internationale, de la performance commerciale, de l'influence diplomatique, de la valeur du passeport, des opportunités de mobilité sociale, de la qualité de l'enseignement et des soins, de l'équité dans la répartition des richesses, ainsi que des résultats environnementaux. En résumé, il mesure l'efficacité réelle de l'appareil d'État et la qualité du service rendu aux citoyens. Derrière cette évaluation se trouve une organisation indépendante à but non lucratif dont la mission est de renforcer les institutions publiques et d'améliorer les capacités administratives à l'échelle mondiale. Et lorsque l'on observe le classement général, ainsi que les positions détaillées par catégorie, le constat est clair. Ni l'Algérie ni le Maroc ne figurent sur le podium. Les meilleures performances en matière de gouvernance reviennent à l'île Maurice, au Rwanda et au Botswana. Le tableau est sans ambiguïté. Le Maroc se place en 4e position, tandis que l'Algérie arrive à la 10e place. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'écart. Maurice, le Botswana et le Rwanda affichent un résultat global nettement supérieur à celui d'Alger. Ils ne jouent pas dans la même cour sur le terrain de la gouvernance. Et si l'on élargit la perspective au niveau planétaire, le contraste devient encore plus parlant. Le Maroc se retrouve autour de la 75e place, l'Algérie vers la 90e. Pendant ce temps, les premières positions sont occupées par des références mondiales comme Singapour, suivies de pays tels que la Suisse, le Danemark, les Émirats arabes unis ou encore le Luxembourg. L'écart n'est pas symbolique, il est structurel. Autrement dit, sur la scène internationale, Alger et Rabat ne brillent pas particulièrement par leur efficacité administrative. Leur performance en matière de gouvernance stagne, voire s'effrite. Pourquoi cette dynamique ? Parce qu'une grande partie de leur énergie est absorbée par une rivalité persistante. Ce face-à-face régional, nourri par une méfiance historique, mobilise des ressources considérables. Budget militaire en hausse, priorité sécuritaire dominante, restriction des libertés individuelles, dispositifs de contrôle renforcés. Dans ces conditions, les objectifs liés à la modernisation économique et à l'amélioration institutionnelle passent au second plan. Les efforts se concentrent sur la posture stratégique, la démonstration de force, la tension diplomatique permanente. Et pendant que l'attention se fixe sur l'adversaire, les chantiers internes essentiels avancent plus lentement. Et pendant que l'on entretient cette rivalité extérieure, la réalité intérieure devient préoccupante. Le climat interne dans les deux pays soulève de véritables interrogations. Plus surprenant encore, des États beaucoup plus modestes en taille ou en ressources, comme le Botswana ou le Rwanda, affichent une gestion publique bien plus performante et structurée. Pour illustrer cela concrètement, regardons un autre indicateur stratégique. Cette fois, il s'agit d'un classement consacré à la préparation des nations africaines au développement des compétences en intelligence artificielle. Et là, on ne parle pas d'un simple effet de mode. L'intelligence artificielle redéfinit déjà l'économie mondiale. Les assistants virtuels, les systèmes automatisés, les plateformes intelligentes transforment nos habitudes, nos métiers, nos industries. Ce n'est plus une projection futuriste, c'est une réalité actuelle. Certains emplois disparaissent, d'autres émergent à une vitesse fulgurante. Les innovations s'enchaînent sans pause. Les transitions technologiques se multiplient et bouleversent les modèles traditionnels. Derrière cette révolution se cachent des marchés gigantesques, des opportunités colossales et des perspectives économiques considérables pour les pays capables d'anticiper et de former les talents nécessaires. Regardons maintenant de près cet indice consacré à la préparation des pays africains dans le domaine de l'intelligence artificielle, le Talent Readiness Index for Africa 2025. Ce classement passe au crible une vingtaine de critères pour mesurer la capacité des États à former, attirer et mobiliser des compétences en IA. Parmi ces critères, on retrouve des éléments très concrets. Le nombre de développeurs web par million d'habitants. La proportion d'universités proposant des cursus spécialisés en intelligence artificielle et en machine learning. Le poids des diplômés du supérieur dans la population active. Le niveau d'accès à Internet. L'existence d'une stratégie nationale dédiée à l'IA. Le taux d'électrification.
ou encore la qualité des lois encadrant la protection des données. Tous ces paramètres sont agrégés afin d'obtenir une note finale comprise entre 0 et 100. Cette évaluation globale permet ensuite d'établir un classement comparatif des pays africains selon leur aptitude à bâtir un écosystème solide autour des talents en intelligence artificielle. Et lorsque l'on découvre le palmarès, le constat est clair. Ni Alger ni Rabat ne figurent parmi les 5 premiers. Le pays considéré comme le mieux préparé est l'Afrique du Sud. Elle est suivie par la Tunisie, puis l'Égypte, le Kenya et l'île Maurice. L'Algérie et le Maroc apparaissent plus loin dans la liste, respectivement autour de la 8e et 9e place. Autrement dit, plusieurs pays africains, Ghana, Rwanda, Kenya, Égypte, Tunisie, Afrique du Sud, affichent des performances supérieures. Plus encore, certaines nations comme les Seychelles, le Cameroun, le Cap-Vert, le Rwanda, le Sénégal ou la Namibie progressent rapidement dans la formation et la production de compétences numériques avancées. Elles investissent méthodiquement pour combler l'écart et parfois même pour dépasser les 2 grandes puissances du Maghreb sur ce terrain stratégique. Il faut donc rester lucide, très lucide. Lorsqu'on analyse les infrastructures numériques, la capacité à former des spécialistes et le niveau de préparation stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle, un constat s'impose. L'Algérie et le Maroc commencent à décrocher et l'écart se creuse. Prenons des chiffres simples. Entre l'Afrique du Sud et les 2 pays du Maghreb, on observe une différence de 5 à 6 points. Face à la Tunisie ou à l'Égypte, l'écart est du même ordre, parfois même plus marqué. À ce niveau-là, c'est pas un détail statistique, c'est un signal d'alerte. Autrement dit, contrairement au discours officiel, ni Alger ni Rabat ne dominent systématiquement le continent dans tous les domaines. Oui, ils figurent parmi les plus gros budgets militaires. Oui, les dépenses publiques et les moyens consacrés à la communication stratégique sont conséquents. Oui, la mise en scène des rivalités régionales est soigneusement entretenue. Mais dans des secteurs déterminants, sécurité intérieure réelle, qualité de la gouvernance, efficacité administrative, préparation aux métiers de demain et développement des compétences en intelligence artificielle, les 2 principales puissances du Maghreb montrent des signes de ralentissement. Pendant que d'autres avancent, elles semblent marquer le pas. Aujourd'hui, le constat est difficile à ignorer. Plusieurs nations africaines prennent l'avantage, et pas forcément les plus riches ni les plus vastes. Des pays aux ressources plus limitées, à la superficie plus modeste, comme le Rwanda, la Tunisie, la Namibie ou le Botswana, affichent désormais des performances supérieures dans des domaines clés. Plus frappant encore, certains États confrontés à des défis sociaux et économiques considérables, à l'image de l'Égypte avec son taux de pauvreté élevé, parviennent malgré tout à devancer l'Algérie et le Maroc dans plusieurs secteurs stratégiques. Cela en dit long. Autrement dit, dans des pans entiers de l'économie et de la gouvernance moderne, les 2 pays du Maghreb ne se distinguent pas par une efficacité exceptionnelle. L'image de puissance incontestée contraste avec des résultats bien plus nuancés. Peut-être serait-il temps pour les dirigeants des 2 côtés de cesser de vendre un récit flatteur à leurs opinions publiques. Plutôt que d'entretenir la rivalité, d'alimenter les tensions régionales ou de cultiver l'hostilité envers le voisin, l'enjeu serait de tourner la page de l'affrontement permanent. La priorité devrait être ailleurs. Investir pleinement dans le développement interne, stimuler la recherche et l'innovation, renforcer la cohésion sociale et dynamiser l'économie. En somme, remplacer la logique de confrontation par une stratégie tournée vers le progrès durable.